Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo entre nous de façon plus naturelle que dans les autres formats de la chaîne. Je ne peux pas commencer sans évoquer le fait que nous avons atteint et même dépassé les 100 abonnés, sans vous dire à quel point je me sens heureux, fier d'être avec vous et à quel point je vous dois beaucoup. Certes, il y en a qui font ça en un mois ou un peu plus, mais je ne mets pas tous les moyens à ma disposition pour progresser rapidement dans ce sens. Je veux aller à mon rythme, patiemment et à force d'efforts pour améliorer la qualité de mes vidéos. Donc, merci à tous qui êtes déjà là et qui regardez mes vidéos. Merci. Comme vous, peut-être, je suis un consommateur assidu de vidéos sur YouTube. Je suis la production de certains vidéastes depuis de nombreuses années, des vidéastes qui m'ont diverti, fait exploser de rire, réfléchir, qui m'ont permis de voir des choses différemment, et tout cela en même temps. Mais je n'ai pourtant jamais laissé un seul commentaire, pas le moindre. Et encore maintenant, en tant que spectateur, je fais toujours partie de cette masse silencieuse. Avant, c'est parce que je considérais que je n'avais pas mon mot à dire, que je n'avais qu'à apprécier et que je n'aurais pas su quoi ajouter de toute façon comme remarque ou critique pour améliorer une vidéo. Parce que je n'étais pas assez qualifié pour apporter un message constructif sur le plan technique. Aujourd'hui, je suis dans le même constat, mais je me rends compte à quel point ce métier est dur. Cela m'a fait drôle cette année de passer derrière la caméra, les textes à préparer, prévoir le temps du tournage, commencer et recommencer une scène prise après prise, sans savoir laquelle sera bonne ou s'il y en aura au moins une de potentiellement réussie. Mais cela me plaît énormément et je n'ai pas la moindre intention d'arrêter. Passons à la partie bilan. Nous allons commencer par les émissions que j'avais annoncées lors de la vidéo L'Atelier de Cyrel, mais qui n'ont pas vu le jour cette année. Je pense au hors-série, à Au Courant qui doit traiter des différents mouvements artistiques, ou encore à l'émission L'Index qui doit s'attaquer aux bases du langage artistique. Toujours pas de sortie d'hors-série pour l'instant, j'en ai déjà prévu mais j'attends d'en écrire suffisamment pour me permettre d'en sortir sans que cela n'affecte les vidéos normales, le principe d'un hors-série. Au Courant a été très complexe à aborder parce qu'il me fallait trouver un moyen de vous faire comprendre le contexte militaire, politique, religieux, social d'une époque, pour mieux expliquer l'art de cette époque, l'émergence ou la disparition progressive d'une esthétique, tout cela en même temps. J'ai trouvé ce moyen, mais il reste difficile à mettre en œuvre visuellement, sans parler de la complexité des domaines abordés. Néanmoins, je peux vous dire qu'il n'y aura aucune face caméra, ce sera uniquement en voix off, et il faudra que je m'arrange pour vous transmettre les visuels, en téléchargement ou autre, car ils vous seront pratiques. Et dans cette optique, j'ai bon espoir que le premier épisode paraisse cette année. Pour l'index, c'est plus difficile car je ne sais vraiment pas par où commencer, et donc je n'ai absolument rien fait en termes d'écriture, de réflexion de la mise en scène ou autre. C'est dommage, car étant donné que cela doit traiter des bases du langage artistique, cela vous serait sans aucun doute très utile pour appréhender toutes les autres émissions. Je continue d'y réfléchir parce que cela vous apporterait un socle et des outils bien appréciables, très solides pour vos approches personnelles. Concernant des Statua et des Re Aedificatoria, leur situation n'a pas changé car je doute encore de la façon dont je vais les présenter. Je reste persuadé que pour ces deux formats qui parlent de sculpture et d'architecture selon le même principe que des pictoras, je devrais trouver un moyen de circuler autour de l'œuvre. C'est absolument nécessaire car pour ces deux supports, se rendre compte du volume et de la proportion, de l'échelle de grandeur par rapport à une personne, est primordial. Ce qui implique que je dois me rendre sur place, avoir un meilleur matériel et des autorisations spéciales pour avoir l'honneur de tourner dans certains lieux. Pour ce qui est d'Iconologia, j'ai continué de travailler les épisodes, mais j'ai décidé de ne pas les diffuser immédiatement, car le but de cette émission est d'apporter un complément à la compréhension d'une œuvre traitée dans des pictoras, d'offrir une vision plus générale sur un événement dépeint ou un personnage en particulier. Donc, la prochaine sortie d'un épisode dépendra entièrement du sujet d'une vidéo à venir de des pictoras. La critique ne faisait pas partie des émissions que j'avais évoquées lors de ma vidéo de présentation générale, et pourtant je me suis rendu compte qu'elle est devenue très vite celle qui a bénéficié du plus d'attention de ma part au détriment de des pictoras qui reste malgré tout dans mon esprit l'émission principale. Et je me suis rendu compte qu'il m'était très difficile de m'en tenir au délai des expositions entre le moment où je m'y rends et où ces dernières s'achèvent. Du coup, lorsqu'une vidéo de la critique paraît, vous n'avez absolument plus l'occasion de vous rendre à l'événement concerné. Même si vous pouvez ne pas vous y rendre pour de multiples raisons, parce que le sujet ne vous intéresse pas, pour des raisons financières ou logistiques, peu importe, je trouve cela gênant de sortir bien en retard des critiques sur ces expositions. Cela enlève de l'intérêt et j'en suis conscient.
C'est la raison pour laquelle je décide de mettre de côté les épisodes de la critique, qui ne sont normalement plus très nombreux. Si j'en sors de nouveau, ce seront des expositions donc passées depuis le courant décembre-février, et quelques autres encore bien plus antérieures. Je les sortirai lorsque j'en aurai le temps, mais la plupart des épisodes à venir sont déjà écrits. Si je mets de côté cette émission, c'est parce que dans un premier temps, pour certaines expositions, elles sont payantes à l'accès. Je n'ai pas un budget ni un temps illimité pour pouvoir m'y rendre. D'autre part, j'estime que l'émission principale mérite que je m'y intéresse énormément. Cela veut donc dire plus d'épisodes de Depictura et plus rapprochés dans le temps en termes de sortie. Enfin, la galerie, et plus précisément la série du Gouffre de Helm, va revenir, je vais me reconcentrer dessus, c'est d'ailleurs la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Elle est encore en écriture et montage, mais déjà tournée. Sinon, pour les annonces inédites, une grosse, très grosse vidéo est prévue pour le mois de mai, et une aussi normalement en juin. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais la première est en très bonne voie, la seconde est juste ébauchée pour l'heure. J'espère que j'y arriverai. Nous allons sans plus attendre passer à la partie questions que j'ai récoltées sur ma page de l'atelier sur Facebook, et dont je doute que beaucoup de monde y ait accès. Enfin, ça fait partie des choses que j'aurais améliorées pour cette nouvelle année. Allez, c'est parti. Alors, y aura-t-il encore du Jodassin dans tes vidéos ? On s'est aimé comme on se quitte. Lulu vendait ses toiles. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Pourquoi est-ce que tu aimes l'art? Qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu aimes le moins? C'est une vaste question et la réponse peut l'être davantage, mais je vais rester simple et direct. J'aime l'art pour de si nombreuses raisons qu'il serait inutile de les évoquer toutes ici. Mais c'est également très personnel, je veux dire que cela touche des émotions que seul moi peux ressentir et comprendre complètement. Donc je risque de me perdre et de vous perdre dans mes explications, mes réflexions et autres envolées lyriques. Maintenant, je peux vous dire que ma première confrontation avec une œuvre a été la reproduction dans un livre d'histoire, donc sur les bancs de l'école, des joueurs de scat d'Autodix. Et bien que cette vision soit horrible, tragique, parce qu'elle représente des hommes atrocement mutilés par les horreurs de la Première Guerre mondiale, mon très jeune âge ne m'a pas empêché d'être intrigué et admiratif de cette toile. Maintenant, en termes de mouvement artistique et de pratique, j'idolâtre l'hyperréalisme, car la capacité mimétique d'un artiste à retranscrire la réalité dans ses moindres détails, cela m'a toujours fasciné. Je peux apprécier ou détester des œuvres abstraites, dépendamment du message que j'arrive à ressentir et de l'expression poétique que cela dégage, mais j'exècre absolument tout type de performance. Ça y est, il n'en est pas question. Ta meilleure vidéo? Je pense très sincèrement que l'épisode 4 de Depictura sur la laitière de Vermeer, la dernière en date donc, est actuellement ma meilleure vidéo, et pour plusieurs raisons. Du point de vue de la lumière, du son, du jeu d'acteur, du découpage, de la sélection et de l'association des scènes. Je veux également parler du propos et de l'enchaînement des idées qui, je trouve, y sont très fluides. De plus, le fait de parler de la Hollande, du contexte politique et militaire de quelques États européens du XVIIe siècle, et d'avoir pu introduire une figure historique comme celle de Louis XIV, cela a ajouté une toile de fond très riche à l'analyse du tableau et à la compréhension de l'époque, de la situation précaire de Vermeer et du cachet à l'ensemble de la vidéo. Maintenant, pour parler chiffres, ma meilleure vidéo est sans conteste la deuxième de Depictura, sur les noces de Cana de Veronese, qui a bénéficié d'une remontée de vue assez incroyable et inattendue, voire inexpliquée. Inexpliquée parce que c'est une vidéo qui a déjà 7 mois d'existence, il ne faut pas l'oublier, qui est exceptionnellement longue par rapport à la durée habituelle d'un épisode de Depictura, et vu la taille de la peinture, j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais c'est aussi parce que je ne joue pas encore des liens et renvois vers mes autres vidéos, des notifications, je n'annonce pas mes sorties sur un site, car je ne possède pas encore de compte spécialement dédié à cette chaîne, etc. Et donc du coup je me demande bien, même si je pense que c'est de bouche à oreille, je me demande bien pourquoi subitement elle a joui d'un intérêt particulier à une certaine période en plus. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux que cela ait pris cette tournure, et je suis encore plus heureux de voir qu'elle a très facilement supplanté l'épisode sur la Joconde qui caracolait depuis longtemps en tête. L'art fait-il avancer les idées? L'art est sans aucun doute le moyen le plus sûr, mais aussi le plus long, pour faire évoluer les mentalités. L'art est une force, un pouvoir dont on se sert pour transmettre des idées et des émotions.
C'est incontestablement un moyen de faire progresser les mœurs et la vision du monde. Le meilleur exemple restant selon moi le peintre Édouard Manet, qui, avec ses scandales, notamment celui du déjeuner sur l'herbe ou ses œuvres interdites comme l'exécution de Maximilien, a su bouleverser son époque en choquant ses spectateurs. Problèmes de société, moralité de certaines professions, misère. C'est aussi un moyen de contestation ou de dénonciation dont se servent les artistes pour avertir, signaler un danger imminent, lutter contre une injustice ou des horreurs, comme des épisodes de guerre. L'art est aussi mis à contribution pour inscrire des figures historiques dans la mémoire des personnes les plus communes, en les mettant en scène dans les grands épisodes de leur vie ou par le biais de la numismatique. L'art est fait pour glorifier ou tourner en ridicule, mentir ou dévoiler la vérité, détruire les tabous, se souvenir, mais avant tout pour s'exprimer, partager, faire ressentir, voyager. La liste est sans fin. Aurais-tu du temps pour faire une étude autour du cheval dans l'art ? Cette question est très intéressante car elle me laisse entrevoir de nouveaux formats reposant sur ce principe, à savoir m'adonner à l'étude d'un élément qui se retrouverait d'œuvre en œuvre pour expliquer bon nombre de choses. Donc je te remercie pour cette question. Plus précisément pour ce qui est du cheval dans l'art, je suis extrêmement intéressé et il faudrait reprendre contact lorsque tu en auras l'occasion. Les peintres décident-ils de faire une œuvre selon le régime politique en place ou juste parce qu'ils aiment ce qu'ils peignent ? Merci pour cette excellente question, aussi bien sur le fond que sur la forme, qui mériterait bien une vidéo à elle seule. Je vais essayer d'y répondre de la façon la plus courte possible avant de clore cette vidéo bonus, même si cela va être long malgré tout. Pour commencer, les peintres décident-ils ? Il y a dans ce choix de mots un problème intéressant, car dans l'écrasante majorité des cas, un peintre, un sculpteur, un architecte, un artiste en somme, propose une œuvre non pas de sa seule initiative, mais dans le cadre d'une commande. Et cette commande reflète la volonté d'un commanditaire, donc d'une autre personne que l'artiste. C'est cette autre personne qui paye l'artiste pour la réalisation d'une œuvre, et pour ce faire, l'artiste agit selon la volonté du commanditaire. C'est lui qui paye après tout, c'est lui le patron. L'artiste doit respecter ses décisions, et cela peut parfois aller très loin jusqu'à l'intégration de personnages. Maintenant, un artiste a nécessairement son mot à dire sur l'œuvre qu'il réalise, même s'il doit se plier aux exigences du commanditaire pour ce qui est du sujet, du message principal à transmettre, de certains détails, il reste néanmoins le maître de la composition, de sa propre façon de représenter les choses, du traitement de la lumière, de l'esthétique générale, de l'agencement, etc. Sinon, pourquoi le commanditaire ferait appel à lui plus qu'à un autre ? Un artiste, évidemment, n'est pas obligé d'accéder à une commande. Tout dépend s'il veut vivre de son art ou non, en fait. Et il faut se l'avouer, bien peu ont la possibilité de ne faire que des œuvres leur appartenant intégralement depuis leur conception. Il faut déjà jouir d'une très bonne situation financière ou d'une reconnaissance particulière pour se le permettre, ou même renoncer à une commande. Ce qui signifie que les œuvres que les artistes peuvent créer sont avant tout la mise en scène des pensées d'un autre, du commanditaire, et non des siennes. L'artiste peut en introduire également, mais doit pour cela effectuer un travail d'effacement afin de servir le but principal avant tout. Donc déjà, non, les artistes ne décident pas et décident tout de même un peu en même temps. Mais est-ce selon le régime politique ? Totalement, car la commande à laquelle aspire normalement tout artiste est la commande qui va lui rapporter le plus d'argent et le plus de notoriété pour s'attirer encore plus de commandes par la suite. J'ai nommé la commande d'État. Même si cette notion s'est un petit peu perdue depuis le début du XXe siècle, que nous le voulions ou non, l'art officiel est celui qui dicte le goût en vigueur, la norme qui va définir si une œuvre d'art a du succès ou non. Nous pouvons reprendre le cas d'Eugène Delacroix et de sa liberté guidant le peuple, qui demeure une excellente réponse à cette question. Comme je l'avais expliqué dans le 8e épisode de la critique, Delacroix ne s'est jamais attaché à un parti politique. Néanmoins, cette peinture a été spécialement conçue pour le salon de 1831, car en 1830, la révolution dite des Trois Glorieuses renverse le régime des Bourbons pour celui des Orléans en la personne de Louis-Philippe, qui devient roi des Français. Ce qu'il se passe concrètement dans la sphère artistique à ce moment, c'est que les artistes officiels du régime des Bourbons ne le sont plus, et ceux qui avaient les faveurs et la reconnaissance de l'élite ne l'ont plus. Ils doivent reconfirmer leur statut en passant par le jugement de ce fameux salon. L'État y désignera qui seront ces nouveaux privilégiés avec l'acquisition de certaines pièces, par l'intermédiaire de celui qui détient alors le pouvoir, Louis-Philippe. Le goût de cet homme devient celui qui va dicter le goût du gouvernement. Or, les artistes ne savent pas quelle voie prendre esthétiquement pour plaire aux nouveaux dirigeants. Doivent-ils persévérer dans le néoclassicisme, la rigueur des compositions d'histoire et la nostalgie des temps médiévaux incarnés par la peinture dite troubadour ?
ou doivent-ils se tourner vers une peinture plus novatrice, au sujet et à l'exécution plus libre, portée par la jeune génération? Delacroix n'a pas participé personnellement au soulèvement, mais sa phrase est restée célèbre. « Si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle ». Son choix de représenter le peuple qui a chassé les Bourbons en ces journées de juillet 1830 n'est pas anodin, car ce peuple qui a chassé les Bourbons est aussi celui qui a porté au pouvoir les Orléans. Pour ce salon, Delacroix n'a pas agi selon une commande, mais il a néanmoins décidé de flatter le nouveau pouvoir et son œuvre fut bien entendu acquise par Louis-Philippe lors de cet événement. Mais le plus amusant, c'est qu'en 1848, lorsque c'est Louis-Philippe qui, à son tour, est chassé par une révolution, Delacroix décide de réexposer la liberté guidant le peuple, pour non seulement célébrer cet élan de liberté et s'attirer la sympathie du peuple, mais aussi pour s'instaurer, lui, comme une figure incontestable de la République naissante. La même œuvre lui a donc servi à se faire bien voir d'une monarchie constitutionnelle, puis à se faire bien voir par le gouvernement républicain qui l'a chassé et remplacé. C'est ainsi que s'achève cette vidéo ressenti, bilan, contact. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier d'être là, j'espère que cette nouvelle année va nous amener encore plus loin. En tout cas, j'ai plein de boulot. Allez, portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne de l'Atelier.